Bonjour à tous. Et donc, effectivement, il m'a été confié la mission de parler de la prise en charge de l'insuffisance ventriculaire droite au cours du SDRA. Et en introduction, la défaillance ventriculaire droite au cours du SDRA constitue une des situations de cœur pulmonaire aigu qui naît de l'altération des interactions cœur-poumon, qui survient chez des patients qui ont un SDRA modéré à sévère. Son incidence varie entre 25 et 50%, elle est plus élevée depuis la situation de Covid-19. C'est un facteur de mauvais pronostic avec une mortalité élevée qui s'élève à entre 60 et 70% selon les séries. Et dans ma présentation, je vais donc vous présenter les mécanismes de survenue de cette défaillance ventriculaire droite, comment la diagnostiquer, la monitorer et donner quelques éléments de sa prise en charge. Il faut savoir que dans les conditions physiologiques de fonctionnement, le ventricule droit travaille dans un régime de pression qui est un régime basse pression. Face à lui, il a de faibles résistances vasculaires et donc il est très sensible aux variations de la post-charge. En situation aiguë d'élévation des résistances pulmonaires, le ventricule droit développe au maximum une pression systolique qui ne va pas excéder 30 cm d'eau pour éjecter à travers la circulation pulmonaire. Et donc, chaque fois que la post-charge va être élevée, le ventricule droit va répondre en faisant une dysfonction systolique et en se dilatant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les déterminants de l'altération de la fonction ventriculaire droite au cours du SDRA, il y a des mécanismes qui vont principalement orienter vers une augmentation de sa post-charge. Et on a deux mécanismes qui peuvent l'expliquer. En premier lieu, le SDRA, puisque la pathologie du SDRA va occasionner un œdème lésionnel, du remodelage vasculaire, des microtrombies qui vont contribuer à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et à la genèse d'une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Et puis il y a aussi, combiné à cela, l'hypoxémie et l'hypercapnie qui vont générer une vasoconstriction pulmonaire qui va, elle aussi, être à l'origine de l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et l'augmentation de la post-charge du ventricule droit. À côté de cela, le SDRA va être aussi à l'origine, dans certaines étiologies, d'une atteinte inflammatoire du myocarde qui va contribuer à la diminution des performances de ce myocarde. Et puis avec l'hypoxémie, l'ischémie coronaire va être aussi embarquée pour expliquer la diminution des performances du myocarde dans ce contexte. À côté de cela, le deuxième mécanisme qui va générer une insuffisance cardiaque droite, c'est ce que l'on va faire avec la ventilation mécanique de nos patients qui, en particulier, va être propice à l'augmentation de la post-charge du ventricule droit. Les conditions, c'est la ventilation mécanique en pression positive qui va augmenter en fait les zones 1 et zone 2 de West, qui sont des zones au sein desquelles les résistances vasculaires sont plus élevées. Cette ventilation mécanique que l'on génère avec des PEP élevés peut aussi augmenter mécaniquement la post-charge du ventricule droit. L'hypercapnie que l'on rencontre dans la ventilation au cours du SDRA, elle aussi, par la vasoconstriction pulmonaire qu'elle génère, va augmenter la post-charge du ventricule droit. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'avec les anomalies de la compliance pulmonaire, la ventilation mécanique avec de fortes PEP va être aussi à l'origine d'une diminution du retour veineux au cœur, avec une diminution de la précharge droite qui, secondairement, va se répercuter sur le ventricule gauche. Et tous ces éléments vont contribuer à l'apparition, le développement d'une insuffisance circulatoire aiguë chez nos patients en SDRA et en SDRA moyen à sévère. Quel est le moyen de faire le diagnostic de l'insuffisance ventriculaire droite au cours du SDRA? Quel est le moyen de faire le diagnostic du cœur pulmonaire aigu? Eh bien, ça reste encore aujourd'hui un moyen plutôt simple, qui est l'échocardiographie avec les acquisitions bidimensionnelles, qui vont nous montrer en fait une dilatation du ventricule droit qui signe la surcharge diastolique de ce ventricule, et cela associé à un septum paradoxal en télésystole qui signe la surcharge systolique en pression de ce ventricule. Chez les patients qui sont équipés d'un cathéter artériel pulmonaire, on ne peut pas directement faire le diagnostic de cœur pulmonaire aigu, mais on peut le suspecter lorsque on a l'observation d'une augmentation de la pression de l'oreillette droite, une augmentation différentielle entre la pression artérielle pulmonaire diastolique et la PAPO,
associée à une diminution du débit cardiaque et une baisse de la SVO2. Le cathéter artériel pulmonaire est donc utile en fait pour avoir une visualisation, un monitorage des pressions pulmonaires, mais ne permet pas d'avoir une visualisation directe de la fonction ventriculaire droite. La thermodilation transpulmonaire n'est pas utilisée pour aller détecter une dysfonction ventriculaire droite chez les patients qui présentent un SDRA, car ces indices ne sont pas fiables s'il existe une dysfonction ventriculaire droite isolée. Chez les patients qui ont un SDRA, moyen à sévère, souvent, ils sont équipés d'une pression artérielle systémique par voie sanglante. Et pour certains, utiliser les variations respiratoires de la pression artérielle systolique va permettre, dans certaines situations, d'évoquer l'éventuelle intolérance du ventricule droit à la ventilation mécanique. Dans la situation où il existe effectivement des variations respiratoires de cette pression artérielle systémique qui ne sera pas corrigée par une épreuve de remplissage. Là, dans cette situation, il faudra évoquer une intolérance du ventricule droit à la ventilation mécanique et compléter l'examen du patient par une échocardiographie pour l'authentifier. L'échocardiographie, je vous l'ai dit, est l'outil qui va permettre de diagnostiquer le cœur pulmonaire aigu, mais aussi un élément utile pour continuer à faire l'exploration hémodynamique des patients. Elle va permettre, dans certaines situations, de démasquer une insuffisance ventriculaire droite ou gauche, ici une insuffisance ventriculaire droite, qui n'est pas liée à un cœur pulmonaire aigu. Elle va permettre aussi d'aller faire le point sur les anomalies éventuelles structurelles du cœur qu'il va falloir corriger pour aider à gérer l'hypoxémie des patients, notamment en montrant l'existence éventuelle d'un FOP qui devra être corrigé parce qu'il peut majorer l'hypoxémie, ce d'autant que chez ces patients ventilés en pression positive, les pressions à droite peuvent être largement majorées. Et puis, l'échocardiographie aurait aussi son intérêt pour donner une estimation de l'évolution des pressions pulmonaires avec le traitement qu'on va faire chez nos malades, par le biais de l'évaluation de l'insuffisance tricuspide. Cette insuffisance tricuspide, en fait, on pourra l'évaluer et la surveiller dans le même temps qu'on règle l'état hémodynamique et respiratoire de nos malades afin d'estimer les pressions artérielles pulmonaires systémiques et d'évaluer leur amélioration avec nos actions. Nos patients, souvent, sont équipés d'une voie veineuse centrale et donc on peut porter notre intérêt lorsqu'on entre dans la chambre sur l'évaluation de la PVC et comment l'interpréter. Sauf que c'est pas toujours facile d'en avoir une interprétation claire puisque la PVC est augmentée dans plusieurs situations autres que la surcharge volimique ou les dysfonctions cardiaques droites. Lorsqu'une PVC est augmentée, il faut d'abord s'assurer que ça n'a pas lié à un épanchement péricardique qui peut se produire chez les patients en SDRA et on pourra facilement l'éliminer en faisant de l'échocardiographie. Et puis, chez nos patients en SDRA, l'élévation de la PVC, ça peut tout simplement dire une élévation des pressions intrathoraciques liée à la ventilation mécanique qu'on est en train de faire avec des fortes PEP. Et pour certains auteurs, ce qui peut être intéressant, plus que de regarder l'évaluation de la PVC, c'est de monitorer en fait l'évolution de la pression transmurale de l'oreillette droite. Pour cela, il faut s'équiper d'un dispositif qui mesure la pression œsophagienne. Et il a été décrit qu'on pouvait faire des titrations de PEP, donc dans une démarche de monitorage ventilatoire pour ajuster la ventilation des malades. Et cette fois, cette pression œsophagienne a été proposée comme monitorage hémodynamique des patients pour évaluer la pression transmurale de l'oreillette droite et estimer indirectement s'il peut s'agir, lorsqu'il y a une augmentation de cette pression transmurale de l'oreillette droite, d'une surcharge volimique du malade ou de l'apparition d'une dysfonction ventriculaire droite systolique ou diastolique. Quel management on peut proposer à ces patients qui développent une insuffisance cardiaque droite au cours du SDRA? Eh bien, les premiers éléments à considérer, c'est l'ajustement de la ventilation mécanique. Et ici, tous les paramètres qui sont proposés ici, qui sont des paramètres qui considèrent en fait la ventilation protectrice au cours du SDRA, sont des paramètres qui vont également
permettre de protéger le ventricule droit. Le décubitus ventral a été aussi rapporté comme une thérapie adjuvante qui va permettre de protéger ou de lever l'insuffisance cardiaque droite par le fait qu'elle va réduire la post-charge du ventricule droit grâce à l'amélioration de l'homogénéisation de la ventilation pulmonaire qui va permettre d'améliorer la clairance du CO2, grâce à l'amélioration de l'oxygénation pour des niveaux de PEP qui vont être plus faibles et grâce à l'amélioration du recrutement des régions pulmonaires, notamment dorsales, pour lesquelles finalement on va réussir à ventiler des patients avec des pressions motrices plus faibles et donc une post-charge du ventricule droit plus réduite. Alors, aujourd'hui, la stratégie ventilatoire protectrice au niveau du SDRA est aussi une stratégie ventilatoire protectrice du ventricule droit, avec pour objectif de limiter la pression plateau, pour réduire la pression transpulmonaire, et puis aussi pour objectif d'améliorer l'oxygénation et limiter l'hypercapnie, pour lever la vasoconstriction pulmonaire, avec des effets hémodynamiques espérés d'améliorer les interactions cardio-pulmonaires et de réduire les pressions artérielles pulmonaires, avec pour aboutissement une amélioration de l'état circulatoire du patient. Et depuis quelques années maintenant, il y a nos coéquipiers, collègues de réanimation médicale, avec en tête de file le professeur Vieillard-Baron, qui ont proposé des stratégies ventilatoires vraiment dédiées à la protection du ventricule droit au cours du STRA, avec un algorithme qui guide l'ajustement de la ventilation pulmonaire, dans le but de préserver la fonction ventriculaire droite chez les patients en SDRA, avec pour premier palier un volume courant à garder aux alentours de 6 ml par kilo et un objectif de pression plateau inférieur à 27-30 cm d'eau. Dans cet algorithme aussi est amené le contrôle de l'hypercapnie, avec des objectifs de ventilation pour amener la PaCO2 à une valeur inférieure à 48 mm de mercure, quitte à augmenter la fréquence respiratoire sans pour autant aller jusqu'à l'autopep. Et puis l'étape ensuite à réaliser et qui est proposée dans cet algorithme, c'est de titrer le niveau de PEP selon la pression plateau et aussi selon la tolérance du ventricule droit monitorée à l'échocardiographie. En ce sens que dans cette stratégie, on autorise d'augmenter la PEP tant que le ventricule droit le supporte, donc ne se dilate pas, ce qui correspond en fait à une PEP qui est bénéfique pour le poumon et qui permet de le recruter, et qu'on arrête de monter le niveau de PEP quand on observe une surdistension, une dilatation du ventricule droit qui correspond en fait à une PEP qui occasionne plus de surdistension pulmonaire que de recrutement. L'étape complémentaire est l'étape où finalement la stratégie ventilatoire ne permet pas d'améliorer l'oxygénation et en plus occasionne, avec l'augmentation du niveau de PEP, une dilatation du ventricule droit, enfin une intolérance du ventricule droit à la ventilation mécanique. Et c'est dans cette situation-là que est proposé le décubitus ventral, dans cet algorithme. Je mentionne ici juste l'épuration du CO2 qui est aussi représentée dans ce schéma et qui, pour aujourd'hui, n'est pas encore proposé dans les recommandations pour la prise en charge du SDRA, mais qui est évoqué comme une thérapie intéressante pour permettre, en fait, grâce à l'épuration du CO2, de réduire la vasoconstriction pulmonaire et donc de lever la post-charge du ventricule droit. Associé à cette démarche de prise en charge ventilatoire, il y a aussi des lignes de traitement qui concernent la réanimation des patients et qui concernent l'ajustement du bilan hydrosodé des malades, visant à limiter l'expansion volumique dès lors qu'on observe des signes de congestion. Et puis aussi viser à traiter les éventuelles arythmies, en tout cas contrôler le rythme cardiaque pour optimiser la performance ventriculaire droite. Les autres lignes de traitement qui peuvent être propices à qui peut être bénéfique pour le ventricule droit sont les agents vasoactifs. Alors il y a les agents vasoactifs qui sont les amines vasopressives, avec en tête de ligne la noradrénaline, qui a été rapportée comme utile pour évidemment permettre d'ajuster l'état hémodynamique des patients pour avoir une bonne pression de perfusion globale, mais aussi pour améliorer la perfusion coronaire et limiter l'ischémie du ventricule droit dans ce contexte.
Et puis on a aussi le NO qui a été proposé, pour lesquels en tout cas on estime que son effet vasodilatateur artériel pulmonaire sélectif est susceptible d'améliorer les échanges gazeux en diminuant le shunt et de contrôler l'HTAP, voire la défaillance ventriculaire droite. Alors si on essaie maintenant de combiner toutes les prises en charge, on arrive à un tableau un petit peu complexe là, qui pourtant relate un peu ce qu'on tente de faire dans la prise en charge hémodynamique des patients qui présentent un SDRA avec une potentiel impact sur le ventricule droit. Mais ce qu'on peut se dire au départ, c'est que lorsque les patients présentent un SDRA non sévère, on va concentrer notre prise en charge hémodynamique pour en fait assurer une ventilation protectrice, quitte à titrer la PEP avec l'échocardiographie. Et on va concentrer aussi nos efforts sur la gestion de la volémie des malades pour titrer de façon correcte le remplissage vasculaire. Et puis, dans les situations où finalement on observe vraiment des effets hémodynamiques de la ventilation mécanique, et bien dans ces situations-là, on va encore concentrer nos efforts sur l'ajustement de la ventilation protectrice en tentant de limiter l'hypercapnie. Et puis, c'est là aussi qu'apparaissent les éventuelles indications à la mise en place des vasodilatateurs pulmonaires sélectifs, voire des vasopresseurs. Et puis dans la situation où finalement l'insuffisance circulatoire se poursuit, là il faut donner encore plus de place à l'échocardiographie pour aller déceler des cœurs pulmonaires aigus ou bien une autre étiologie à l'insuffisance circulatoire aiguë d'origine éventuellement cardiaque pour pouvoir positionner l'éventuelle prescription d'inotropes. Dans le stade ultime, c'est le décubitus ventral que l'on tentera avec le NO juste avant de passer éventuellement à l'indication de l'ECMO. Et donc là, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une petite slide sur l'ECMO véno-veineuse pour expliquer comment elle peut être bénéfique pour le patient qui présente un SDRA sévère avec des problématiques d'insuffisance ventriculaire droite, puisque par la ventilation ultraprotectrice qu'elle permet, elle va occasionner une diminution des pressions transpulmonaires. Le fait qu'avec l'ECMO véno-veineuse, on puisse clairer le CO2 et augmenter l'oxygénation va contribuer aussi à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires et à la baisse de la posture du ventricule droit. Tout ceci contribuant à l'amélioration de la fonction ventriculaire droite. Donc, ce qu'il faut aussi associer et comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'ECMO véno-veineuse est de temps en temps un peu concurrencé par l'ECMO droite-droite, c'est-à-dire une ECMO qui, en plus de support mécanique ventilatoire, va apporter un support mécanique circulatoire chez les patients, dans des situations où il existe en fait une déchéance myocardique qui n'est pas expliquée seulement par les problématiques de ventilation mécanique, mais aussi par une atteinte myocardique directe par l'étiologie du SDRA, et en particulier chez les patients atteints de Covid-19. Et donc, en conclusion, le cœur pulmonaire aigu du SDRA est un facteur de mauvais pronostic avec une mortalité élevée. Il est développé sur l'atteinte parenchymateuse et vasculaire du SDRA et sur les effets hémodynamiques de la ventilation mécanique. Son diagnostic et son monitorage est... pour cela, il y a une place prépondérante de l'échocardiographie. Et dans la prise en charge, ce qui arrive en premier lieu, c'est l'ajustement éco-guidé de la ventilation mécanique, la restriction hydrosodée et le contrôle des arythmies, tout cela associé aux thérapies adjuvantes, avec pour ultime possibilité de traitement le décubitus ventral avant de recours à l'ECMO. Voilà, merci.